Bonjour à tous, hein, et bonjour à tous ceux qui ont fait le grand déplacement euh, web. C'est complexe, c'est compliqué, on sait. En tout cas, merci d'être présent. Je ne sais si je dois excuser Madame la Présidente de la Commission environnement du Conseil régional qui, je crois, Elle ne est sera pas présente. avec nous. Elle est présente. Elle est présente, Madame. Ah, parfait. Parce que je lui ai envoyé un petit message personnel. Je Ah, je tenais vois ça. particulièrement à ce que Maggie soit parmi nous. Merci d'être là. Je pense Je que, resterai pas jusqu'au bout, je te disais, parce qu'effectivement, j'ai une autre réunion. mais c'est important qu'on te voit, que tu sois avec nous au départ. C'est bien. Merci Très bien, Maggie. Jackie. Ok, Voilà. très bien, merci, Et Jackie. l'ADEME est dignement représenté, mais je pense que, je ne sais pas si Jérôme ou Oui, Anna. oui, Anna, c'est Anna qui est là. Bon, parfait. En tout cas, le CNFPT, on a vu Fred, donc je suppose que le, les responsables lui ont confié la lourde tâche de représenter ce partenaire incontournable. En tout cas, merci à tous et merci à toutes d'être présents parmi nous. Comme vous le savez, notre CAUE fête depuis le début de l'année ses 40 ans d'existence et c'est aussi 40 ans que nous sommes dans la compétence énergie. Quoique c'est une prérogative qu'a la région depuis peu, mais nous, au CAUE, dès l'origine, sur les questions d'architecture vernaculaire, d'architecture bioclimatique, dès la création, nous sommes en tâche de promouvoir la maîtrise de l'énergie. Et c'est pour cela que nous occupons depuis tantôt euh, une place importante dans ce dispositif régional que vous savez, la maîtrise de l'énergie. Avec nos partenaires, bien sûr, l'ADEME, la région Guadeloupe, l'EDF, Archipel Guadeloupe, et à travers nos différents outils nos différents outils que nous avons mis en place, notamment le Conseil en énergie partagée qui vous reçoit aujourd'hui dans ce webinaire. Et le Conseil en énergie partagée, je ne vais pas détailler là-dessus, mais Joël fera le job. Et en tout cas, c'est un organisme qui rassemble aujourd'hui et accompagne les collectivités afin qu'elles soient exemplaires dans la gestion énergétique de leur patrimoine. Mais nous avons aussi un conseil en énergie que nous appelons jadis un EIE, aujourd'hui FAIR, qui propose des solutions concrètes et personnalisées pour les particuliers et les copropriétés, les organismes privés, dans le cadre de la rénovation énergétique de leur logement ou de leur patrimoine. Nous déployons aussi, vous le savez, au niveau des écoles, un accompagnement pour la sensibilisation des scolaires aux économies d'énergie, ainsi que nous appelons WATI. Et puis aussi, nous participons dans l'opération Ombré pour les retours d'expérience sur les bâtiments performants de notre territoire. C'est une implication forte donc que nous avons dans le domaine de l'énergie qui nous a conduit à être partenaire du réseau de bâtiments durables qu'a mis en place Synergile, en partenariat toujours avec la région, l'ADEME et les autres partenaires que vous savez. La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les CAUE sont entrés d'emblée dans le code de l'énergie et de l'environnement et deviennent des acteurs incontournables. Nous sommes reconnus, vous le savez, par et comment dire, pour tout ce qui concerne les questions énergétiques à l'échelle du bâti comme à l'échelle du quartier. Vous n'êtes pas sans connaître notre réseau d'urbanisme durable qui entretient chaque année des manifestations. Tout cela légitime d'autant plus la diffusion d'une culture de qualité énergétique auprès des collectivités, des particuliers et des scolaires, de tous les publics. C'est pour ces raisons, et je laisserai donc la place aux techniciens de manière plus concrète
pour vous entretenir. Mais c'est toutes ces raisons qui motivent aujourd'hui l'ouverture de ce webinaire le plus largement possible. Pour conclure, je remercie à nouveau Maggie d'être présente avec nous. Je remercie le CNFPT, je remercie tous nos partenaires, l'EDF, ainsi que les nombreux architectes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Merci Harry Gatibelza du rectorat, François Trouplan, je passe et des meilleurs. Hein. Il y a, et Christian Loco que je n'avais pas vu depuis longtemps. Merci tous d'être parmi nous. Et puissent ces échanges être très fructueux et que vous soyez satisfaits. Merci encore. Merci, M. Sili. On va passer la parole à Mme Céline. Bonjour à tous, merci. Merci de me passer la parole. Jackie, quand j'ai reçu ton message ce matin, j'ai dit, bon, il faut que je m'organise, je ferai les deux. Donc, c'est pour ça que je suis là ce matin. Mais Merci. aussi pour vous dire tout simplement que la région Guadeloupe, en sa qualité de chef de file de la politique énergétique, est un partenaire de longue date, tu l'as dit tout à l'heure. Longue date parce que ça fait longtemps que vous êtes en charge du dispositif conseil en énergie qui est partagé en Guadeloupe sur le territoire, ceci aux côtés de l'ADEME, de l'EDF, du CAUE, qui porte la mission de manière efficace sur le territoire. Donc aujourd'hui, nous savons très bien que c'est quelque chose qui est mené de main de maître par toi, par les autres, par tes collaborateurs. Le sujet du confort dans le bâti intéresse particulièrement, évidemment, la collectivité régionale, qui, dans un souci d'exemplarité et d'innovation, a élaboré, via son habilitation énergie, une réglementation thermique spécifique à la Guadeloupe. La RTG, pour ne pas la nommer, qui a fait un peu, je dirais, quelques grincements de dents récemment lors de sa version 3. Elle a, malgré tout, malgré les observations, malgré les désaccords, malgré les points sur lesquels il a fallu revenir et qu'il faudra certainement revenir encore, elle a pour ambition d'optimiser la performance énergétique des bâtiments et donc des économies d'énergie sans compromis et même en améliorant le confort des occupants. Je crois que c'est un souci qui préoccupe et qui est à l'esprit de tout un chacun, en particulier sur le plan thermique, la promotion de l'isolation, des protections solaires. On voit bien que nos bâtiments ont changé dans leur présentation puisqu'on a des bris de soleil qui apparaissent un peu partout. Donc, c'est dire que tout un chacun est bien conscient des enjeux et qu'il faille effectivement en tenir compte aujourd'hui au-delà de l'aspect esthétique, mais aussi dans cette protection de l'environnement et dans cette protection de la consommation énergétique. Ma foi, je crois que le thème est de rigueur, puisque, Jackie, tu l'as dit, c'était l'anniversaire, c'est 40 ans. 40 ans, c'est un âge, c'est un bel âge, c'est l'âge de la maturité, mais c'est l'âge aussi d'être jeune, d'être performant. Et donc, c'est tout simplement qu'on va dire, on va souhaiter un joyeux anniversaire, en tout cas pour ma part, en mon nom personnel. Bravo et joyeux anniversaire au CAUE de la Guadeloupe. 40 ans, c'est un bel âge. Merci de votre écoute et bonne séance de travail. Je l'ai dit, je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre réunion qui m'attend, mais je vais rester quand même avec vous pratiquement une bonne demi-heure. Merci de votre écoute, bon travail. Merci Maggie. Et à bientôt. Merci beaucoup. Maggie. Nous allons passer la parole à notre partenaire, l'ADEME, qui suit le dispositif CEP depuis de nombreuses années. Et je laisse la parole à Brianna Babel. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le CAUE évidemment pour l'organisation de cet atelier. Je remercie également l'ensemble des partenaires qui soutiennent la mission du Conseil en énergie partagée. L'ADEME est à l'initiative de ce dispositif et on anime le réseau national depuis de nombreuses années en offrant un cadre méthodologique via la charte CEP, mais aussi des outils et des formations adaptées ainsi qu'un accompagnement financier. Le Conseil en énergie partagée ou CEP est déployé en Guadeloupe depuis 2010 par le CAUE avec le soutien de l'ADEME, la région Guadeloupe et EDF Archipel Guadeloupe.
La principale mission du CEP est donc d'accompagner les collectivités dans leur transition énergétique. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À ce jour, 34 collectivités sont adhérentes au dispositif CEP, dont 27 communes, 6 EPCI et le conseil départemental. 40 projets ont été accompagnés sur la période 2018-2021. Par ailleurs, le CEP est également à l'origine de rendez-vous annuels qui prennent la forme d'ateliers techniques, comme celui qui nous rassemble aujourd'hui et dont la thématique est particulièrement pertinente et intéressante, lorsque l'on sait que l'atteinte et le maintien du confort dans le bâtiment a un impact réel sur la consommation d'énergie. Donc, j'espère vivement que nos échanges seront très riches et très fructueux. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite une excellente séance de travail à tous et à toutes. Merci. Merci Brianna. Merci, Brianna. Merci. Je vais passer la parole maintenant à Aline Banayas d'EDF Archipel Guadeloupe. Puis ce sera Fred Julia et nous commencerons l'atelier technique. Aline. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour ce webinaire. EDF se réjouit d'être un partenaire du service conseil en énergie partagée avec l'ADEME, la région Guadeloupe, et je félicite le CAUE de la Guadeloupe pour la qualité de la mise en place opérationnelle du dispositif à destination des collectivités. En plus de l'accompagnement technique que procure le CEP, EDF est bien entendu aux côtés des collectivités pour financer vos projets d'efficacité énergétique. N'hésitez pas alors à nous solliciter à travers de vos chargés d'affaires que vous connaissez déjà pour en définir les modalités. Aujourd'hui, nous avons plusieurs offres à votre disposition en lien avec le confort dans le bâti, à savoir l'isolation, le brasseur d'air, et bien d'autres encore. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et n'hésitez pas si vous avez des questions en fin de session. Merci. Et enfin, M. Fred Julia du CNFPT, partenaire depuis longue date aussi du CAUE et qui accompagne particulièrement les ateliers techniques CEP depuis de nombreuses années. Monsieur Julia. Est-ce qu'il nous entend? Vous avez activé votre micro, Monsieur Julia. Voilà, bonjour à tous. Bien, je veux saluer tout d'abord cette initiative et c'est avec grand plaisir que le CNFPT est partenaire de ce webinaire du Conseil en énergie partagée qui s'inscrit dans un cadre plus large avec le CAUE de la Guadeloupe. En effet, nos structures ont signé une convention partenariale d'objectifs afin de favoriser l'échange d'informations, la sensibilisation et la veille des agents territoriaux sur les questions relatives à la construction et l'aménagement durable, au patrimoine, au paysage, à l'environnement et à la transition écologique et énergétique. Nous collaborons également pour la structuration de l'offre de formation à travers la mise en place d'un programme annuel et l'appel à l'expertise locale sur la base des sujets traités par le CAUE, comme c'est le cas avec ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous une bonne séance de travail. Et n'oubliez surtout pas de bien vous inscrire sur la plateforme du CNFPT en vue de la délivrance des attestations de présence. Je salue également M. Jacques Saint-Silly. Effectivement, la dernière fois où nous nous sommes rencontrés, j'étais à Des. J'ai rejoint le CNFPT depuis le 1er mars, donc c'est pour ça que j'ai le plaisir de te revoir aujourd'hui. Bon travail à tous. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, je tiens aussi à saluer quand même l'ensemble des participants. C'est que cet atelier est plutôt à destination des collectivités, mais le contexte fait qu'étant en version numérique, on peut se permettre d'accueillir plus de monde. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert aux professionnels et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, cet atelier. On va commencer déjà quand même par poser une petite question, puisque ça fait un moment qu'on est là et on l'a quand même dit à nombreuses reprises. Le CAUE fête son anniversaire et donc il serait quand même intéressant de savoir si vous savez quel âge nous avons quand même. Nous sommes à vos côtés depuis de nombreuses années, mais je vais proposer un petit sondage. C'est ce qu'on va faire pendant chaque grande partie pour aussi animer un petit peu différemment. On n'est pas en présentiel, donc vous avez l'occasion de participer un peu. Alors, ça devrait aller assez vite. Je fais une petite question simple au début pour voir si tout le monde est à l'aise.
Ah, quelqu'un a fermé le sondage. Je vais relancer. Excusez-moi. Et où est-ce qu'on vote là? Les animateurs ne peuvent pas voter, puisque vous connaissez déjà la réponse. D'accord. Ok. D'accord. Alors, arrêtez le partage. Donc, comme on a pu voir, la majorité des personnes ont pu mettre 100%. Bon, il y a un petit bug, tout le monde a voté, et puis ça s'est arrêté à 9 personnes, mais en gros, la majorité d'entre vous a compris le principe. On a 40 ans cette année, 40 ans aux côtés des collectivités. Donc oui, la réponse était réponse C. Alors, pour le CAE, donc, ça, il a déjà bien présenté, mais je ne vais pas insister trop dessus, mais rappelez simplement que le CAE travaille sur différentes thématiques, pas uniquement l'énergie, mais également l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, les paysages et le patrimoine. Nous avons comme mission, excusez-moi, d'informer, conseiller, accompagner, former, fédérer sur notre territoire. Il y a un CAE dans pratiquement tous les départements de France et nous avons différentes cibles, donc les collectivités, les partenaires, les particuliers, les scolaires, les professionnels, les associations. Le CAE est donc là pour plusieurs cibles, plusieurs missions. Donc, par exemple, là, nous sommes sur la thématique énergie. On est plutôt dans la partie mission conseil et accompagnement. Et la cible, c'est les collectivités. Mais vous avez vu, on a plus quand même aux professionnels, puisqu'il y a des thématiques qui sont similaires, il y a des besoins qui sont quand même parfois identiques. Donc, on se met en relation, on échange ensemble. Et c'est tout l'idée de ces ateliers techniques, d'accompagner vraiment différents cibles pour vraiment leur permettre d'aller plus loin dans leur domaine de compétences. Alors là, ce qui nous réunit ce matin, c'est le conseil en énergie partagée. Donc, c'est un service de proximité. Les partenaires l'ont bien précisé. Donc, c'est vraiment à destination des collectivités locales et pour vous aider vraiment à accompagner vraiment vos projets. Nous prenons pas la place des bureaux d'études. Nous avons des bureaux très compétents sur le territoire. Mais avant de faire les premiers choix, les premières pistes de réflexion, il y a besoin parfois d'un accompagnement technique. C'est ce que le CAE vous propose par l'intermédiaire du conseil en énergie partagée. Donc, c'est une mission qui a été créée par l'ADEME, Brianna l'a bien expliqué, et qui est déployée sur le territoire depuis 2010. Aujourd'hui, nous allons parler donc du confort dans le bâti. Pourquoi cette thématique? On a pu remarquer que depuis le confinement, depuis la rénovation énergétique dont on parle à tout va, on parle souvent d'équipement, comment améliorer la performance énergétique, mais il y a toujours le facteur humain, ce que l'on ressent, comment on vit dans ce bâtiment, puisque là, souvent, nous, en tant que CAE, on parle du bâtiment, et oublier ce confort ressenti ne permet pas d'atteindre la performance optimale, puisque nous, les humains, ne sommes pas satisfaits de ce bâtiment, même s'il consomme peu d'énergie, même s'il est bien orienté, même si architecturalement il est très beau, si on ne se sent pas bien dedans, finalement la mission aura échoué. Donc là, on va parler du confort dans le bâtiment. On va commencer par décrire ce qu'est le confort et on va plutôt cibler 4 grands types de confort. Donc le confort thermique, le confort visuel, le confort acoustique, la qualité de l'air. On fera un petit point d'échange pour qu'on puisse avoir les ressentis de tout un chacun. On parlera du traitement du bâtiment lui-même, donc en gros conception du climatique, les étapes clés d'un projet. Ensuite, quelques solutions techniques, les priorités à mettre en œuvre. Parler aussi des professionnels. On est sur un territoire où on a des personnes compétentes qui sont référencées et justement, la région, l'ADEME et EDF font un travail conséquent aussi pour les former, les accompagner. Le SNFPT aussi est là aux côtés des collectivités et le CAE accompagne l'ensemble de ces publics sur la formation également. Et enfin, comme je l'ai dit, la cible principale pour cet atelier, ce sont les collectivités. Donc, on va aussi prendre notre temps pour les leviers d'action pour une collectivité, en particulier comment se former, comment être accompagné et quel type d'actions qui peuvent être menées. Donc, pour l'instant, vos micros sont coupés, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un temps d'échange où je permettra à tout un chacun d'ouvrir son micro pour améliorer le débat. Pour rappel, donc, il y a un outil conversé, donc j'ai vu que tout le monde l'utilise, il n'y a pas de problème. Enregistrement, donc, qui sera disponible sur le site du CAE et la chaîne YouTube du CAE. Et le support de présentation sera transmis à tous ceux qui se sont inscrits. Et ceux qui ne se sont pas inscrits, ce sera disponible sous simple demande à l'adresse cep@cae971.org. Alors, pour démarrer cet atelier, on parle de différents types de confort. Et là, on va faire un petit sondage sur la notion de confort. Cette notion de confort, vous avez le choix entre plusieurs réponses. Est-ce que la notion de confort varie en fonction des besoins de l'occupant? Est-ce qu'elle est identique d'un individu à un autre? Ou est-ce qu'elle diffère selon les degrés de tolérance face aux inconforts? Donc là, c'est une question qui est assez simple. Et normalement, je pense qu'on aura du 100%, mais on ne sait jamais. J'ouvre le vote. Pensez à voter simplement et ne pas cliquer sur « Mettre fait au vote ». Et bien sûr, les animateurs ne peuvent pas voter.
Ça avance plutôt bien. On est pratiquement à la moitié des participants qui ont voté. Allez, je laisse encore 5 secondes. Allez, 3, 2, 1. Allez, on a 60% des votants. Je mets fin au vote. Alors, une grande majorité pense que la notion de confort diffère selon les degrés de tolérance face aux inconforts. Ensuite, 46% pensent que ça varie en fonction des besoins de l'occupant. Et 4% pensent que c'est identique d'un individu à un autre. Alors là-dessus, bon, la réponse, excusez-moi, petit bug. La réponse était la réponse A et C. Donc la notion de confort varie en fonction des besoins de l'occupant et diffère selon les degrés de tolérance face aux inconforts. On va détailler tout ça maintenant avec ce qu'on vient de voir. Donc le confort varie d'un individu à un autre, c'est évident, on est tous différents, on a tous des besoins différents, on a un âge différent, on a une expérience différente dans le bâti, et bien sûr en fonction de nos besoins aussi. Mais cela aussi diffère en fonction de nos degrés de tolérance. Si on a l'habitude de travailler sous le soleil ou être dans la clim, on ne verra pas la même chose que si on est habitué à des conditions plus froides, etc. Donc les paramètres clés à retenir vraiment dans cette notion de confort, c'est que le confort lié au bâtiment, qui remplit ses fonctions fondamentales d'abri, donc nous protéger de la pluie, du vent, du soleil pour l'occupant, et une protection durable et efficace contre les éléments extérieurs, donc je viens de citer, et également aussi le confort qui relève d'une perception sensorielle. Donc c'est vraiment un critère d'ambiance et d'environnement du bâtiment, donc la luminosité, si on a un bon éclairage, l'humidité, la température, l'acoustique, tout ça contribue donc à ce qu'on se sente bien dans son bâtiment. Donc, comme je l'ai dit, on va rester sur 4 grands domaines du confort, donc confort visuel, confort thermique, acoustique, qualité de l'air. On aurait pu rajouter le confort olfactif, mais c'est un critère tellement variant et tellement peu dépendant du bâtiment, mais souvent de l'externe. Donc là-dessus, je n'ai pas voulu insister dessus, mais si besoin, on pourra en débattre à une autre occasion. On va commencer par la qualité de l'air. Donc, ces quelques photos, vous voyez qu'est-ce qui peut impacter donc, cette qualité de l'air. Donc, on a souvent tous vu ces différentes photos où on voit sur une climatisation, un système de climatisation, des dépôts de moisissures, des bouches d'extraction d'air qui sont totalement encrassées. Autre photo aussi, là c'est plus lié au comportement des occupants, donc on calfeutre une fenêtre ou des traces d'humidité. Toutes ces choses jouent sur la qualité de l'air. Et ces facteurs donc, influent donc sur notre qualité de l'air. Ça peut être par rapport à l'air extérieur. On a les problématiques avec les sargasses, avec les brumes de sable. Ça peut être aussi les produits équipements de construction qui peut être l'âge des produits durant le vieillissement du produit. Le mobilier même, s'il est fait de manière à déposer des matières et qui sont aspirées. La ventilation aussi, si elle n'est pas assurée correctement. Le comportement des usagers. Donc, tout cela influe sur la qualité de l'air d'un bâtiment. Autre point, donc, le confort visuel par contre. Là, ça peut être de différentes sources. Là, on a un bâtiment, on parlait vraiment de performance énergétique d'un bâtiment, mais sans perdre le confort. Effectivement, sur la photo de gauche, vous voyez que le bâtiment est protégé du rayonnement solaire. Il y a des brises soleil. Par contre, ils sont surdimensionnés, ce qui fait que l'éclairage naturel n'est pas possible. On est obligé de mettre de l'éclairage artificiel en pleine journée. Ce n'est pas agréable. Alors que sur la photo de droite, rien n'est allumé et pourtant les photos ont été prises à des horaires assez similaires. Et là, on a un éclairage naturel qui est optimisé. L'espace est pourtant assez grand, mais il n'a pas besoin d'éclairage artificiel. Les enjeux liés donc, au confort visuel, donc, ils sont de 3 grands types. Donc, déjà, le confort, donc à ne pas avoir des contrastes, des éblouissements pour qu'on soit dans un espace où soit agréable. Aussi, une notion de performance aussi, avoir du niveau d'éclairement, en particulier par exemple pour des équipements sportifs. Et une notion d'agrément, donc avoir une jolie vue, de jolis rendus des couleurs. Et en général, pour le confort visuel, on a 6 grands critères. Donc là, on va prendre 3 exemples. Dans le cas d'un bureau, on cherche vraiment à avoir un éclairement suffisant, un éclairage qui soit uniforme dans toute la pièce. Bien sûr, l'absence de réflexion. Souvent, quand on est devant son ordi, ce n'est pas agréable. En 4, l'absence d'éblouissement. En 5, l'absence d'ombre. Et 6, un rendu des couleurs suffisant. Ensuite, le cas par exemple d'une salle de sport, où là, on est plutôt dans une action dynamique. Là, on va plutôt opter pour un éclairage suffisant, bien sûr. L'absence d'éblouissement, qu'on puisse jouer à l'action dans la salle de sport. Une uniformité suffisante, c'est-à-dire qu'il faut quand même des standards. Absence d'ombre aussi.
une qualité de lumière et aussi des lignes, par exemple, de jeu. On est en train de jouer sur une surface. Il faut qu'on puisse repérer un peu la surface. Autre point, par exemple, un atelier. Donc, ça aussi, on trouve ça dans les services techniques des communes, par exemple. Avoir un éclairage suffisant, c'est important, surtout qu'on est souvent du matériel qui peut être un peu dangereux, donc pour ne pas se blesser. Avoir aussi l'absence d'éblouissement, absence d'ombre. Donc, sur le principe, vous comprenez que ces critères s'adaptent aussi à la situation. Les éléments donc à prendre pour justement ce confort visuel, idéalement, pour un occupant, ce serait bien sûr de voir le ciel, donc avoir un potentiel d'éclairage naturel, être protégé aussi du soleil, donc l'orientation et l'exposition du bâtiment compte, et aussi, bon, pour l'agrément, de bénéficier d'une vue intéressante. Et là, on parle de composantes du paysage. Donc, ce sont des notions qui sont souvent évaluées de différentes façons, mais là, j'ai opté pour celle-là, c'est la plus simple. Généralement, pour avoir une bonne composante du paysage, généralement, on s'attarde sur 3 composantes. Voir le ciel, voir le paysage en face, voir le sol. Si on a ces 3 composantes, on a une note élevée, on a une composante du paysage qui est agréable. Par contre, si vous êtes en train de voir que le paysage et le sol ou que le ciel et le paysage, bon, la note est moyenne. Et si vous ne voyez que le paysage, la note est minime. Donc là, je vous invite dans l'endroit où vous êtes à voir si vous voyez le ciel, si vous voyez le paysage et le sol. Vous saurez si vous avez une composante qui soit agréable. Le confort acoustique, là aussi c'est un peu différent. Donc on est souvent avec 2 grands critères. Donc c'est les nuisances sonores extérieures, donc la voiture qui passe à côté du bureau, ou les nuisances sonores intérieures en open space où on a les collègues qui sont au téléphone, où il y a le téléphone qui sonne, etc. Ça peut être compliqué justement à gérer et ça influe bien sûr sur notre situation de confort. Donc généralement dans ce cas-là, les attentes des usagers consistent généralement à concilier 2 grands besoins. Donc déjà, ne pas être dérangé dans leurs activités quotidiennes. Donc on est au travail, c'est quand même pour effectuer une tâche. Et donc ne pas être dérangé par des bruits provenant des voisins, par les bruits de l'espace extérieur, donc la voiture qui passe, etc. Mais également aussi quand même, et c'est contradictoire, garder le contact auditif avec l'environnement intérieur et extérieur. Donc même si je ne veux pas être dérangé par mon voisin quand il est au téléphone, je veux quand même être capable de l'entendre quand il m'appelle, ce qui est normal. Donc, pour gérer ces différents bruits, ça c'est un rappel, mais je pense que tous on le connaît pour ceux qui travaillent dans le bâtiment. Il y a différents types de bruits, donc on doit se protéger des bruits aériens extérieurs, donc ceux qui sont émis à l'extérieur du bâtiment et qui se propagent dans l'air, donc un avion qui passe, les voitures, les bruits de choc ou d'impact, donc là c'est une paroi en vibration, c'est quand un objet tombe, les bruits aériens intérieurs, donc là c'est une conversation, la radio, et les bruits d'équipement évidemment, si on est dans un logement, une machine à laver, si on est au bureau, l'ascenseur, etc. Donc, pour le confort acoustique, bien sûr, c'est assez normé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous aurez le support. Mais en gros, on s'occupe surtout de la propagation du son et de voir comment on peut se protéger justement du phénomène de point acoustique. Donc, il y a différents critères à respecter, mais dans l'idéal, on souhaite quand même rester au niveau du 40 dB pour avoir un bruit de fond calme, pour pouvoir travailler sereinement. Nous sommes là dans un contexte où on travaille. Généralement, on est là avec des collectivités qui ont des bureaux avec bon nombre d'agents. Donc, il est intéressant aussi d'avoir un espace qui soit calme pour travailler. Et enfin, pour finir, le 4e type de confort, le confort thermique. Donc là, c'est 2 exemples. Je me suis plutôt intéressé au rayonnement solaire, donc au travers de nos fenêtres. On a parlé d'avoir un bel éclairage, un bon confort visuel, mais il est aussi intéressant d'avoir une protection solaire. On voit la différence entre cette baie qui n'est pas protégée du rayonnement, donc le soleil pénètre directement. Imaginons qu'on est derrière son ordi qui chauffe déjà, plus un rayonnement qui tape dans les yeux, ce n'est pas agréable, on a chaud, on n'est pas à l'aise. Et sur la photo de droite, là on a une baie qui est protégée par des brise soleil, mais qui ne sont pas trop rassemblées, pas surdimensionnées, donc la luminosité peut entrer, on est protégé du rayonnement solaire, de la chaleur, et donc on a aussi la possibilité d'ouvrir et donc d'avoir une ventilation naturelle. Mais en définitive, le confort thermique, en fait, surtout en climat tropical, il dépend de 3 grands facteurs, donc la température, le taux d'humidité et la vitesse d'air. Donc en gros, vous connaissez un peu la température, elle vient des parois, des murs, de la toiture, la température de l'air, température ambiante, nous aussi notre métabolisme dégage de la chaleur, l'humidité dans la pièce et la vitesse d'air. Donc généralement, on voit ce diagramme qui revient souvent, mais en gros, c'est pour définir la zone de confort. Donc, on met en parallèle donc, la température, l'humidité. Donc, en Guadeloupe, en général, on est autour de 70, 80, enfin 75% d'humidité. Température, on est plutôt aux alentours de 28. Et la vitesse d'air, idéalement, on essaie d'avoir 0,5 mètres par seconde pour ventiler une pièce. Je vais donc vous laisser un peu la parole puisque
J'ai beaucoup parlé, mais s'il y a des questions, je n'en ai pas noté dans la liste, mais n'hésitez pas donc à lever la main s'il y a déjà des premières questions par rapport à ces premiers éléments. Je ne vois pas les participants, excusez-moi. Donc, j'ai été très clair, j'ai l'impression. Ah, nickel. Je poursuis alors si c'est très clair. De toute façon, il y aura toujours d'autres moments d'échange. On va parler maintenant du traitement du bâtiment. Donc. Là, encore une autre question, elle est très simple. Donc, c'est oui ou non. Donc, confort des occupants, qualité environnementale et optimisation économique sont impossibles à associer au sein d'un bâtiment. Donc, la question est longue, mais c'est assez simple de comprendre. Donc, j'ouvre le vote. Donc, je répète la question. Donc, confort des occupants, qualité environnementale et optimisation économique sont impossibles à associer au sein d'un même bâtiment. J'ai la moitié des votants, donc je vais mettre fin au vote. Et donc, pour la majorité d'entre vous, donc, vous estimez que non, ce n'est pas une réponse qui est vraie. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est la réponse B, effectivement, non. Confort des occupants, qualité environnementale, optimisation économique ne sont pas impossibles à associer au sein de bâtiments. Et même si l'objectif final, en fait, fait en sorte qu'on se sente bien, que notre bâtiment respecte dans son contexte environnemental et aussi que ça ne nous coûte pas les yeux de la tête. Et donc, on va en parler un peu. Mais avant, quand même, rappeler que le CAE, justement, travaille auprès des collectivités, mais aussi des particuliers. Et donc, l'un de nos outils aussi, ce sont les points conseils CAE. Donc, parmi nous, on a aussi des architectes qui sont conseillers, qui vous accompagnent. Donc, n'hésitez pas à les consulter. D'ailleurs, le CAE de la Martinique est présent, donc je les salue également. Et aux côtés de vos collectivités, vous pouvez trouver des points conseils organisés par nos architectes conseils qui sont gratuits. Et bien sûr, nous souhaitons toujours accueillir le plus grand nombre d'entre vous pour pouvoir vous accompagner, vous conseiller. Donc, en tant que collectivité, n'hésitez pas aussi à solliciter le CAUE pour justement avoir des conseils de qualité, pour justement être accompagné. Donc, je vous remets quand même le lien pour consulter justement ces points conseils dans la discussion. Excusez-moi. J'ai noté, c'est le but de la domotique, effectivement. Oui, on cherche quand même à optimiser au maximum les moyens technologiques pour justement faciliter la prise en main de bâtiments. Mais on verra aussi qu'on n'est pas toujours obligé d'être attaché à l'informatique si on est dans un bâtiment plus petit, moins performant. Mais je suis tout à fait d'accord, pour des bâtiments de grande ampleur, il faut souvent automatiser pour réduire justement les risques de dépenses énergétiques trop importantes, mais aussi pour s'adapter aussi à des bâtiments qui bougent, qui reçoivent beaucoup d'occupants, où les usagers changent souvent. Donc là aussi, il faut que la machine prenne la main. Alors, on parlait justement d'avoir un bâtiment qui soit confortable, mais la première des solutions, avant qu'il soit confortable, qu'il soit performant sur le plan énergétique, c'est bien sûr qu'il y ait un bâti qui ait une intégrité parfaite. Donc, un maintien de l'état physique et fonctionnel du bâtiment. Pour rappel, nous sommes sur un territoire à risque, donc risque sismique, risque cyclonique. Nous avons des contraintes climatiques fortes et donc il est nécessaire quand même d'avoir un bâtiment qui puisse se protéger donc, dans son intégrité physique et aussi qu'il soit aussi bien placé. Donc, je ne vais pas rappeler, mais bon, quand même, un bâtiment se doit être implanté dans un espace qui soit protégé des zones inondables, qui soit sur un terrain constructible. Donc là-dessus, n'hésitez pas aussi à consulter le CAU. Mais enfin, une fois que le bâtiment est durable, dans le sens où il va durer de nombreuses années, il est bien aussi qu'il soit durable au sens développement durable et donc qu'il présente cet équilibre entre trois dimensions. Trois dimensions, quelles sont-elles? Donc, la dimension écologique, on cherche à ce que notre bâtiment puisse réduire son impact environnemental dans son acte de bâtir, qu'on puisse aussi avoir une dimension sociale, donc que ce bâtiment puisse assurer une bonne qualité de vie au sein du bâtiment, et enfin une dimension économique, optimiser chaque cycle de vie du bâtiment sur le plan économique. Et enfin, donc, passer aussi à une conception bioclimatique. Et pour ce faire, l'idée, c'est vraiment de mettre à profit les conditions climatiques favorables
tout en se protégeant de celles qui sont indésirables. Donc, on veut avoir du vent, mais on ne veut pas que le cyclone rentre chez nous. Et à côté de ça, consommer le moins d'énergie possible pour un confort égal. Donc, on ne cherche pas à réduire, à faire le choix entre consommer moins d'énergie et réduire son confort. On cherche vraiment à allier les deux. Et comment se faire? Donc, déjà, se rappeler qu'on est en climat tropical. Autant climat tempéré, l'idée, c'est vraiment de capter un maximum de chaleur, de la conserver, la distribuer. Nous, on cherche vraiment à se protéger de ce rayonnement. Donc, éviter vraiment que le soleil puisse taper sur notre bâtiment, donc par l'isolation, sur toiture, etc. Se protéger du rayonnement avec des bords de toiture. Permettre aussi une ventilation naturelle, donc puisque l'air puisse circuler, pour que justement le bâtiment soit confortable. Mais justement, pour ce faire, donc la conception bioclimatique se réfléchit en amont. C'est dès la planification, l'avant-projet. C'est pour ça que le CAE est là toujours avec vous, en amont de projet, pendant le projet, après le projet. Mais c'est souvent dès le début du projet où on peut accompagner et faire le plus de choix pertinents pour notre construction. Et vous voyez avec ce schéma, c'est assez simple. Donc, au début, en fait, on ne connaît pas son bâtiment. On a très peu d'éléments. Et les architectes qui sont présents pourront confirmer justement qu'ils partent souvent d'une feuille blanche. Ils ont quelques éléments, mais ils doivent déjà réfléchir à l'orientation du bâti, son implantation sur le site, etc. Et pourtant, ce sont des choix forts qui vont impacter un maximum des choix en fait, et des conséquences même sur le bâtiment. Donc là, il est nécessaire, bien sûr, de réfléchir à cette phase planification avant projet, puisque c'est là qu'on a le moins de niveau de connaissance, mais c'est là qu'on a le plus de choix possible. Une fois que le bâtiment il est implanté en phase d'exploitation, on ne peut plus toucher à son orientation. Le sens du vent ne va pas bouger, donc le bâtiment même est figé. Et donc, ce ne sera que du rattrapage. Donc, pensez-y, dès que vous faites un cahier des charges et tout, faites-vous accompagner, faites en sorte que vraiment le bâtiment puisse répondre à votre demande dès la planification et l'avant-projet. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, mais vous avez vu le nombre de partenaires qui sont à vos côtés pour vous accompagner, vous donner les meilleurs conseils pour définir votre projet. La partie économique, évidemment, donc on y revient, même si on parle de confort, il faut aussi le confort du portefeuille, entre guillemets. Et donc, en parlant de conception globale, il faut aussi penser aussi en coût global. Donc, même si le bâtiment il va nous coûter un certain coût en termes de réalisation, on oublie souvent la partie exploitation-maintenance et c'est ce qui impacte souvent sur la notion de confort. Généralement, le bâtiment qui est livré, il est toujours confortable. Enfin, à 90%, on arrive, la peinture est fraîche, les meubles sont neufs, on est content d'arriver dans un nouvel espace. Même l'excitation d'arriver quelque part fait qu'on apprécie ce bâtiment. Mais s'il n'est pas exploité, s'il n'est pas entretenu, si les espaces ne sont pas confortables, forcément, on commence à déprimer, à ne pas apprécier son espace de travail, alors qu'en fait, c'est souvent lié à une partie d'exploitation-maintenance. Donc, je résume, je caricature un peu, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que notre bâtiment, on puisse associer un budget aussi pour son exploitation et sa maintenance, pour maintenir un niveau de confort et de qualité, bien sûr aussi un niveau de performance sur le plan énergétique, environnemental, mais pensez justement à ces coûts d'exploitation et de maintenance qui sont quand même conséquents. Un bâtiment n'est pas là pour 2 ans, 3 ans, mais généralement on est conçu pour 50, 60, 70 ans, même 100 ans pour certains bâtiments qui sont toujours debout. Donc, même si on dépense un pourcentage assez élevé, quand même 20% du budget sur une très courte période, peut-être les 3-4 premières années du bâtiment, mais durant la durée de vie du bâtiment, c'est l'exploitation et la maintenance qui reviendront le plus cher. Et enfin, pour finir, donc la performance énergétique, donc un sujet qui m'est cher ainsi qu'au bureau d'études ici présent. Donc, se rappeler quand même que pour maintenir le niveau de confort, il faut aussi avoir une qualité thermique de l'enveloppe. On a parlé de protection solaire, des baies, etc. Avoir des équipements performants, mais également aussi prendre en compte le comportement des occupants. On a des outils, des systèmes qui permettent de prendre la place de l'humain. On parle de domotique, de gestion technique du bâtiment, mais l'humain a toujours un comportement particulier. Donc, il faut aussi qu'il soit conscient de son bâtiment, capable de l'utiliser. Arriver dans un bâtiment neuf avec un système de climatisation où personne ne sait comment marche la télécommande, forcément, on aura des problèmes de confort. Les gens ne sauront pas à quelle température le mettre puisqu'ils n'auront pas compris le système. Et on aura aussi des problèmes avec la performance énergétique puisqu'on aura des consommations qui sont certainement surélevées ou incomprises puisqu'on ne saura pas quand couper la clim, quand l'allumer. Je ne parle même pas des systèmes de portes où on a des portes aussi au bas. Si on ne sait pas comment ouvrir sa fenêtre, on ne sait pas tout simplement où sont les clés, on ne pourra pas ventiler. Et là, je fais juste le retour sur des bâtiments qui sont visités par le CAE. Donc, on a pu faire des visites de sites et voir en fait que concrètement, souvent des bâtiments sont bien pensés, réfléchis, sauf qu'ils ne sont pas pris en main.
Et très bonne remarque de Madame Françoise Troplan, qui est architecte consultante au CAIE. Donc aussi les former les entreprises d'espaces verts à l'entretien, donc les tailles aussi, puisque c'est vrai que si on s'amuse à tailler et à envoyer sur les fenêtres sans faire attention justement au fait que ce soit ouvert ou faire en sorte aussi que ça ne brise pas la vue, etc., forcément on aura des problèmes. Et la partie donc, politique énergétique, là, c'est surtout, on dit en fonction du site, si c'est un bâtiment qui consomme énormément ou si il est plus petit, donc voir un peu les facturations, etc. Ensuite, je vais encore libérer la parole pour les questions. Donc, Françoise, si tu es dispo, si tu veux compléter ton argumentaire. Et je lis la question en attendant de monsieur Thierry Naubert. Dans les collectivités, les maîtres d'ouvrage est souvent différent de l'exploitant. Oui, on l'a remarqué. Par exemple, dans un collège, la collectivité propriétaire n'est pas l'éducation nationale, l'exploitant. Oui, d'ailleurs, nous, on a visité récemment un collège, on ne va pas le citer, où il y a une problématique où c'était une rénovation, une réhabilitation, et le collège a été pensé sans, pas sans les occupants. Donc, il y a eu un changement de principal. Et le maître d'ouvrage, c'était le conseil départemental. Et les occupants, malheureusement, n'ont pas été totalement associés. Et il y a eu quelques aberrations. Pourtant, l'opération est magnifique. En photo, elle est agréable. Mais à vivre au quotidien, c'est vrai que le fait que les occupants n'aient pas été associés, par exemple sur le CDI, les choses comme ça, l'espace, c'est beau à voir, mais il n'est pas fonctionnel. Donc, et merci Laurent pour dire la dernière diapo la plus importante. Je suppose que tu parles de celle-là qui a été terminée de l'enveloppe, effectivement, rappeler un peu toutes ces étapes qui sont essentielles justement dans le traitement du bâtiment. Et oui, respecter l'ordre, c'est vrai qu'on commence par le bâtiment, son enveloppe. Quand je parle d'enveloppe du bâtiment, ce sont les murs, les baies, la toiture, performance des équipements, souvent les principaux équipements. On a la climatisation, l'éclairage, la bureautique, l'eau chaude parfois. Donc là, je prends le cas des collectivités puisque c'est ce qui nous intéresse. Le comportement des occupants, ils sont là tous les jours, ou bien ils sont passagers, mais ça a un impact sur ce bâtiment. Et la politique énergétique, évidemment, connaître un peu son système de facturation. Autoproduction solaire, évidemment, les énergies renouvelables, ça c'est une très bonne chose, surtout dans le cas des collectivités où on est souvent sur des bâtiments qui sont utilisés en journée. Donc forcément, on a une production qui est corrélée justement à l'ensoleillement. Donc là, on n'a même pas besoin de mettre souvent du stockage puisque la production peut servir directement pour les systèmes en place. On va passer aux solutions techniques. Là, bon, les professionnels sont censés déjà avoir la réponse, mais bon, on va le faire quand même. Que signifie le sigle RGE? Donc, RGE, ça peut être soit reconnu garant de l'énergie, reconnu garant de l'environnement, référent garant de l'environnement. Je ne donne pas d'indice. Pour l'instant, personne ne dit reconnu garant de l'énergie. Donc, ça se joue entre garant de l'environnement et référent garant de l'environnement et reconnu garant de l'environnement. L'énergie revient. J'espère que je n'ai pas influencé les votes en disant ça. J'ai la moitié des votants, donc je vais... Bon, je laisse voter, je reprends la question quand même de M. Naubert. Donc, je suis pour la suppression des commandes et le remplacement par un gestionnaire climatique, poste qui peut être financé par des économies générées. C'est qu'on a vu ce système pour certains bâtiments. Ça marchait bien aussi avec le système un peu couplé des deux, pas juste supprimer la télécommande, mais faire en sorte en fait que dès, par exemple, à 18 h, la climatisation s'éteint dans tout le bâtiment. Et par contre, le matin, si la personne est présente, elle allume la clim. Comme ça, si elle n'est pas présente, le système ne s'allume pas automatiquement. Donc, c'est un mix des deux. Mais je comprends parfaitement la question. Et ça dépend aussi des bâtiments. S'il y a une seule clim, on met fin au vote. Alors, donc, il y a une majorité qui est pour la réponse B, reconnu garant de l'environnement. Et c'est assez équivalent pour reconnu garant de l'environnement et non référent garant de l'environnement et reconnu garant de l'énergie. Donc, la réponse, effectivement, c'est la réponse B, reconnu garant de l'environnement. Et je tiens à préciser que ce n'est
une obligation, je crois, au niveau de plusieurs partenaires financeurs, justement, pour avoir des professionnels qui soient certifiés. Donc, faites attention à ça, en particulier pour les professionnels ici présents, d'avoir aussi cet agrément pour justement pouvoir répondre aux différents marchés, puisque de plus en plus de collectivités vont le réclamer. Et par rapport à ça, justement, je tiens à souligner le travail que fait EDF pour encourager ces professionnels qui sont labellisés Agir+, pour se référencer aussi RGE. Mais pour parler de solutions techniques, on va aussi commencer par parler de son environnement immédiat. Là-dessus, je ne vais pas insister puisque mes collègues du CAE ont fait un excellent travail sur comment construire avec la nature. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc, bien sûr, attendez la fin du webinaire pour regarder la vidéo. Elle fait une vingtaine de minutes, mais elle est vraiment très intéressante, complète, et vous verrez vraiment le travail sur comment construire avec la nature. Donc, n'hésitez pas à consulter cette vidéo. Et donc, on félicite bien sûr nos collègues Sonia Joseph, Florent Sachi et Joris Gercier, qui sont les animateurs de cette vidéo. Mais en parlant en résumé pour l'environnement immédiat, donc je ne vais pas dévoiler toute la vidéo, mais se rappeler qu'il y a différents effets de la végétation sur un bâtiment qui aident justement à améliorer le confort dans notre bâtiment. C'est tout d'abord, bien sûr, la notion d'ombrage, la filtration des poussières, les écrans au vent. Donc, toutes ces choses-là sont possibles grâce à de la végétation autour. Bien sûr, la photo n'est pas à remettre à l'identique. Il faut quand même qu'il y ait une distance entre notre bâtiment et la végétation, en particulier si c'est un arbre. Mais bon, c'est juste pour schématiser et dire que tous les effets bénéfiques d'un bâtiment sur la végétation sur notre bâtiment. Donc d'ailleurs, on travaillait en cours avec le CAE sur un futur livret sur la végétalisation et ses avantages pour la performance énergétique des bâtiments. Je vais aller un peu trop vite. On parle de l'environnement immédiat, maintenant aussi le choix des matériaux. Donc là, c'est vrai qu'on a un choix parfois limité sur nos territoires. Voilà, on est entre Guadeloupe et Martinique. Donc, c'est vrai qu'optimiser le cycle de vie, c'est compliqué sur certains domaines. Mais bon, on fait en sorte de choisir des matériaux qui soient adaptés, qui soient présents sur notre territoire. Encourager la production locale, c'est toujours mieux que d'importer. Pour la partie énergie, donc les isolants, des isolants sont des fois faits sur place. Encourager les isolants faits dans la Caraïbe, ce serait merveilleux, malheureusement, sur notre territoire. Donc, on est français, donc il faut aussi avoir des certifications françaises, européennes. Mais quand même, on a une production locale sur certains types de produits. Donc, encourager quand même ces produits, ces matériaux pour justement faire vivre l'économie locale, mais aussi avoir des produits qui soient plus performants, enfin, moins énergivores et moins consommateurs en termes de bilan de gaz à effet de serre. Autre solution technique, on cherche du confort, mais il faut se rappeler aussi le contexte dans lequel on est. Donc, notre bâtiment, il est soumis à plusieurs sollicitations, donc en particulier le rayonnement solaire. Et pour être confortable dans notre bâtiment, il faut se rendre compte aussi que si on est sous toiture, 70% du rayonnement tombe sur la toiture. On a aussi les façades sud qui sont exposées à 15%, le plancher est minime et 10% pour les autres murs. Donc, il y a forcément un besoin d'isolation et de protection solaire pour se sentir bien à l'intérieur de son bâtiment, pour éviter justement cette contrainte liée au confort thermique qu'on a vu tout à l'heure. Et pour cela, donc, on optimise les protections solaires, on met de l'isolation. C'est quelque chose qui rentre dans les mœurs. Madame Céline l'a rappelé, donc la réglementation thermique a permis de développer beaucoup de choses sur le confort. Et même si parfois c'est un peu compliqué, c'est embêtant, mais ça permet quand même sur le long terme d'avoir un bâtiment beaucoup plus confortable. Mais je tiens quand même à souligner que ce sont des pratiques qu'on retrouvait dès la casse-créole. Ventiler son bâtiment, faire en sorte qu'il y ait des ouvertures sur 2 façades, c'est des choses qu'on a toujours faites et pourtant, le bâtiment a su résister au cyclone, a permis vraiment de garder du confort. Et je me rappelle, moi, avoir commencé au CAE, où il n'y avait pas la climatisation dans le bureau, ça n'empêchait pas d'être dans un espace confortable. C'était ventilé, aéré. Mais c'est vrai que c'était une situation différente. On était à un étage, c'était ventilé, il n'y avait pas trop de bruit à l'extérieur, donc on pouvait le faire. On est passé à un espace où c'est beaucoup plus bruyant, confort acoustique, donc on a dû fermer, climatiser. Mais ça n'empêche pas qu'on ait un éclairage de premier jour, etc. Donc il faut toujours trouver le bon mix pour que son bâtiment soit performant. Par rapport à la climatisation, justement, donc, le CAE donc, accompagne est partenaire d'un programme justement sur l'usage raisonné de la climatisation. Pourquoi? Justement, on arrive maintenant à une génération qui est de plus en plus accro à la climatisation. On a maintenant des enfants qui sont nés
depuis leur naissance, dès leur chambre de bébé, avec la clim. Donc, c'est quelque chose maintenant qui est acté. Il faut maintenant leur apprendre à gérer cet outil. Leur demander de quitter quelque chose qu'ils ont toujours connu, ça va prendre énormément de temps. Par contre, leur apprendre à avoir un usage raisonné, ça, c'est possible pour l'instant. Donc, même si on encourage, bien sûr, on n'encourage pas la climatisation à tout va, mais on encourage vraiment à ce qu'un bâtiment soit bioclimatique. Pour cette génération, il est nécessaire aussi comprendre cet outil. Dès qu'on maîtrise un outil, forcément, on en fait un usage plus raisonné. Donc, c'est pour ça que nous, on sensibilise. Ça, c'est les rappeler. On a le programme Moitié à l'école qui permet d'encourager les enfants à faire des bons gestes, des éco-gestes. Et là, avec ce programme, justement, on va aussi auprès des porteurs de projets, auprès des personnes aussi qui ont des bâtiments assez conséquents où la clim est pleine partout. Donc, avec des petits éco-gestes, en fait, 8 éco-gestes pour justement réduire sa consommation d'énergie. Donc, je ne vais pas étaler sur le sujet, mais n'hésitez pas à nous contacter pour cela sur ce programme. On parlait aussi tout à l'heure du confort acoustique. Donc, là-dessus, c'est un sujet où c'est assez particulier puisque ça dépend vraiment aussi des effets de site, du contexte. Mais quand on parle de collectivité, souvent on reçoit du monde. Donc, il est nécessaire aussi de se protéger. Ah, je reviens. On parle aussi des moustiques aussi. C'est vrai, pour revenir sur la clim, on a vu que les gens utilisaient la clim pour se protéger des moustiques et aussi pour sécher. Donc, ça aussi, j'ai pu constater ça. Certaines collectivités, comme les femmes de ménage passent le matin très tôt, elles profitent de mettre la clim pour que ça sèche plus vite. Oui, mais sauf que non, aérer, c'est plus vertueux. Et puis, si la personne ne vient pas, personne n'éteint la clim après. Donc, c'est aussi un problème. Pour revenir sur l'isolation, donc je ne vais pas trop insister dessus. On a une isolation acoustique qui est assez lourde, donc, mais aussi avec des principes standards. Donc, mettre une isolation acoustique quand c'est nécessaire et aussi jouer aussi sur des mouvements aussi de façade, faire en sorte que quand même on puisse avoir un équipement qui soit viable. Ah, quand les vitres s'ouvrent, oui, Madame Troupin, effectivement, oui, ça n'aide pas non plus pour le bruit. Et dans les collectifs, on fait comment? Là, Madame, il faudrait juste expliquer si on parle de la clim ou de l'isolation acoustique. Vous pouvez préciser. Pendant ce temps, je continue sur les professionnels RGE. Donc, on en parlait tout à l'heure, reconnu garant de l'environnement. Donc, c'est une reconnaissance accordée par les pouvoirs publics à des professionnels du secteur du bâtiment qui sont engagés dans une démarche de qualité. Donc, en fait, c'est juste en fait, pour certifier en fait, que les entreprises en question ont les compétences et les références pour mener à bien les opérations dont ils parlent. Et l'objectif, en fait, c'est d'aider les professionnels à monter en compétences, identifier les professionnels les plus compétents. Donc, s'il y a une plateforme, vous pouvez retrouver les professionnels qui sont certifiés RGE et aussi l'éco-conditionnalité des aides. Donc, souvent, maintenant, les aides publiques sont liées au fait de passer par des professionnels qui sont qualifiés RGE. En RGE, on entend souvent deux types, RGE études et RGE travaux. Donc, pour les RGE études, c'est les bureaux d'études économiques de la construction qui sont certifiés sur différents domaines. Mais en gros, les principales prestations concernées, c'est l'assistance et le conseil au maître d'ouvrage, diagnostic thermique, énergétique aussi, maîtrise d'œuvre générale, totale ou partielle, ingénierie d'exploitation. Donc, c'est vraiment pour accompagner les maîtres d'œuvre sur leur projet. Maître d'ouvrage, pardon. Et RGE travaux, donc c'est assez vaste, mais pour la partie énergie, donc on est plus sur les installations utilisant l'énergie renouvelable, solaire thermique, photovoltaïque. On parle de plus en plus de froid solaire et aussi les travaux d'efficacité énergétique dans le neuf ou la rénovation. Donc il y a plusieurs labels que vous connaissez peut-être, mais je vous invite vraiment à aller sur le site pour trouver les éléments. Y aurait-il des questions? Donc je profite pour répondre aux questions dans le chat. Alors, donc, il y a un message pour la région. Donc, on lance un appel à projet pour proposer une ressourcerie. Les campagnes sont équipées par des vendeurs de volets roulants et de baies vitrées alu. On peut utiliser des volets pleins et des portes persiennes pour des projets contemporains. Alors, je ne sais pas si la région veut répondre, mais je tiens à rappeler quand même qu'il y a un projet, il y a plusieurs ressourceries qui vont voir le jour sur le territoire. Et le dernier en date, c'est celui de la CNGT, donc à Morne-à-l'Eau. C'est le pôle de valorisation des déchets qui justement a pour but d'encourager à réutiliser certains équipements qui seront toujours utilisables et cohérents. Et d'autres projets sont censés voir le jour là-dessus, dans le cadre du projet Zéro déchet pour la Guadeloupe, donc mené par la région Guadeloupe.
Ensuite, autre question. Donc, on a parlé de la climatisation. Et dans les collectifs, on fait comment? Je ne sais pas de quoi ça parle. Ah, brasseur d'air et confort acoustique. Alors, normalement, on a maintenant des systèmes qui nous permettent vraiment d'avoir des brasseurs d'air qui font beaucoup moins de bruit. C'est plus les vieux brasseurs d'air où il y avait l'éclairage dessus et quand ça tournait, c'est clair que ce n'était pas intéressant. Et d'ailleurs, maintenant, en fait, la EDF a sorti une aide pour justement accompagner la mise en place de brasseurs d'air. Donc, je vérifie juste si EDF est toujours avec nous. Je ne sais pas, Aline, si tu veux détailler l'offre de des brasseurs d'air. Oui, bien sûr. Nous avons sorti une offre tout récemment avec une prime pour le résidentiel de 200 € par unité et de 100 € dans le tertiaire. Donc, toutes ces informations sont disponibles sur notre site internet. Il faut savoir que les brasseurs d'air sont installés évidemment dans des pièces fermées, hein, dans des chambres, dans des salons, pas dans les cuisines. Voilà, des choses du bon sens. Merci. Et donc n'hésitez pas à aller sur le site edf.gp et cette aide est donc disponible. Autre question, donc un climatiseur produit trois choses, du froid, du chaud, de l'eau. Donc, monsieur Angel Tibelza, qui est architecte et aussi référent au doctorat, donc on jette deux éléments pour en garder qu'un. Il faudrait inciter à récupérer l'eau de la clim dans la citerne d'eau pluviale. 9000 BTU produit 8 litres d'eau. Donc, c'est quelque chose à expérimenter. Je sais que M. Gatti-Belza est très bricoleur, donc je ne doute pas que s'il nous partage ça, c'est qu'il a essayé ça chez lui. Et oui, pourquoi pas. Ah, et d'ailleurs, pour la comparaison brasseur d'air confort acoustique, belle remarque de François Troplin qui dit quand même que c'est moins bruyant que les compresseurs de clim. Et Laurent Séov, évidemment, qui nous rappelle qu'un brasseur d'air consomme 15 fois moins d'énergie qu'un climatiseur. Et j'en profite d'ailleurs pour informer l'ensemble des participants que très bientôt, donc, il y aura un guide technique réalisé justement par le bureau d'études Equinox de Laurent Séov sur les brasseurs d'air, donc justement pour pouvoir installer des clims performantes et adaptées justement à nos contextes. Donc, pendant que je regarde, je profite pour vous mettre peut-être le petit lien par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? Donc, pour l'instant, ça va. D'accord. Donc, on va poursuivre. Je vous mets juste le lien sur les brasseurs d'air, puisque je vois que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous informer sur ce projet et vous rappeler donc l'aide d'EDF sur le brasseur d'air qui est disponible. Pour finir, donc, les leviers d'action pour une collectivité. Donc, c'est vrai que ce webinaire va assez vite, mais pour rappel, le CIE est à vos côtés. Donc là, c'est juste un moment d'échange pour pouvoir échanger en direct, mais n'hésitez pas à nous appeler. Donc, vous avez nos coordonnées. La plupart d'entre vous se sont inscrits, donc je pourrais vous envoyer les éléments et on pourra prendre rendez-vous pour vous projeter en détail. Il est clair qu'en 1h30, on ne pourra pas tout détailler, mais il est important que vous ayez au moins les idées principales et les éléments qui vous permettent de mieux comprendre un peu la problématique. Alors, une collectivité. Mais avant, donc, M. Sassi précise, le brasseur d'air peut procurer des refroidissements. C'est clair que s'il est mal dimensionné, mal installé ou trop rapide, forcément, on aura des problèmes. Donc, bien sûr, comme tout équipement, il va être installé dans de bonnes conditions. Et c'est pour ça que je vous ai mis le lien du guide technique pour faire les choses dans les règles de l'art. Enfin, du guide technique, du projet de guide technique. Donc, vous rappelez que vous aurez des informations plus détaillées là-dessus. Alors, petite question, ce sera l'avant-dernière, sur comment améliorer. Donc, afin d'améliorer le confort au sein d'un bâtiment à construire ou à rénover, il est utile de recueillir les besoins et avis des futurs occupants, des entreprises de gros œuvres, du maître d'ouvrage. Donc, ça peut être toutes les réponses, une réponse ou deux réponses. Donc, à vous de me dire, je vous laisse voter. Et pendant que vous votez, donc j'en profite pour répondre à la question de M. Norbert, donc sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, par exemple, le guide technique est financé par un programme C2E et l'offre Agir Plus, c'est aussi lié au certificat d'économie d'énergie d'EDF, donc sur les brasseurs d'air. Donc oui, il y a des financements possibles et très bonne remarque justement. Et on invite surtout les collectivités à solliciter ce genre de financement qui est toujours intéressant à avoir. Besoins et contraintes à préciser. Alors, donc, je crois qu'on a presque fini le vote.
Je rappelle la question. Afin d'améliorer le confort au sein de bâtiments à construire ou à rénover, il est utile de recueillir les besoins et avis des futurs occupants, des entreprises de gros œuvres, du maître d'ouvrage. Donc là, j'ai quand même beaucoup plus de participants, 72%. Donc on va mettre fin au vote et partager les résultats. Donc alors, une très grande majorité préconise les futurs occupants. Très bien. Certains, les entreprises de gros œuvres. Et enfin, du maître d'ouvrage. Donc, arrêtez le partage. Moi, j'ai préconisé réponse A et C, donc afin d'améliorer le confort au sein du bâtiment, donc pas que l'extérieur, au sein du bâtiment à construire ou à rénover, il est utile de recueillir les besoins et avis des futurs occupants et du maître d'ouvrage. Pourquoi je n'ai pas mis les entreprises de gros œuvres? Parce que souvent, ils s'occupent de l'enveloppe du bâtiment. Souvent, c'est l'aspect extérieur, donc soit bien résistant par rapport aux différentes contraintes extérieures du bâtiment. Mais évidemment, l'avis de tout un chacun est nécessaire. Mais j'ai surtout voulu mettre l'accent sur les futurs occupants et les maîtres d'ouvrage, puisque souvent on les oublie et on pense qu'on connaît mieux qu'eux, alors que c'est ces personnes qui seront présentes dans le bâtiment, qui vont le faire vivre et qui ont un impact aussi sur les notions de confort. Ah oui, donc pour les collectivités, donc encore un autre outil du CAE, donc vous avez vous en partagé plusieurs, donc le CAE vous accompagne techniquement, vous propose des vidéos, également aussi des guides. Donc, c'est vraiment pour que vous ayez toujours des outils qui répondent à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Alors, on parlait tout à l'heure des relations, des personnes à solliciter. Rappelez quand même que lorsqu'on est dans un bâtiment, on a souvent des relations particulières. On a un maître d'ouvrage, souvent la collectivité, qui cherche à construire quelque chose qui dure dans le temps. Donc, qui veut un bâtiment, une mairie qui peut lui durer 50, 80 ans, 100 ans. On a aussi un maître d'œuvre qui, lui, qui peut être l'architecte, l'entreprise générale, qui cherche à construire quelque chose qui tienne debout, qui fasse sens face aux risques majeurs, aux risques climatiques, etc. Et enfin, la maîtrise d'usage, donc les occupants, qui veulent qu'on construise quelque chose qui réponde à ce dont ils ont besoin. On a souvent la particularité d'avoir des maîtres d'ouvrage qui soient aussi maîtrise d'usage, donc à la fois, pour le cas de la mairie, le maître d'ouvrage, c'est la mairie, et aussi vont être occupants. Ça peut être aussi un cas différent, donc un participant l'a précisé, ça peut être le cas d'un collège où c'est le département qui va être la maîtrise d'ouvrage, et ce sera le rectorat avec ses professeurs qui seront la maîtrise d'usage. Donc, il est nécessaire aussi de prendre ça en compte pour aussi avoir le bon retour de tout un chacun pour que chacun puisse répondre à son objectif, c'est-à-dire répondre à son besoin. Une salle de classe qui permette de travailler dans de bonnes conditions sans avoir les problèmes du voisinage, avoir quelque chose qui dure longtemps dans le temps et quelque chose aussi qui soit capable de résister aux risques majeurs. Pour les collectivités, donc 3 grands principes donc, que je vous présente. Il peut y en avoir d'autres, mais ça, c'est ce que j'ai retenu déjà. Se former, vous avez le CNFPT, en particulier pour les collectivités territoriales, qui est là pour vous accompagner. Donc, je vous ai ciblé quelques formations sur le sujet de la rénovation énergétique et les bâtiments performants. S'appuyer sur des structures de conseil. Bon, je ne vais pas cacher longtemps, donc vous doutez bien que ça en fait partie. Et mettre en œuvre des actions. Donc, pour se former, donc, le CNFPT propose différentes formations. Et dans le catalogue, il y en a 2 que je vous recommande. Bon, je fais de l'autopromotion puisque j'ai été en charge de ces formations pour le compte du CNFPT Guadeloupe il y a quelques années. Donc, la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc là, c'est vraiment destiné aux gestionnaires techniques de bâtiments, aux directeurs de services techniques, ceux qui sont en charge aussi de la maintenance. Et le but, c'est vraiment de savoir comment mener un projet de rénovation énergétique dans son patrimoine bâti. Souvent, une collectivité a un patrimoine très large, très varié. Donc, on peut retrouver des équipements sportifs, des bâtiments administratifs, des équipements socioculturels. On a des bâtiments aussi qui sont censés être des équipements sportifs, un palais des sports, qui devient un équipement culturel puisqu'il reçoit des concerts. Donc, ça aussi, c'est des contraintes différentes. Il est nécessaire aussi d'avoir une approche particulière. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette formation. Autre formation aussi que j'ai pu animer pour le CNFPT, qui est toujours disponible dans son catalogue de mémoire. Donc, c'est la formation vers des bâtiments énergie positive. Donc là, c'est vraiment orienté pour les chargés de projet bâtiments ou énergie. Et l'objectif, c'est vraiment de maîtriser la demande d'énergie dans les bâtiments et de connaître aussi des technologies qui permettent vraiment de réduire la consommation énergétique. Donc là, tout à l'heure, justement, on avait l'exemple, on parlait d'autoproduction solaire, donc savoir comment, en fait, pourquoi optimiser et choisir des bâtiments qui ont une autoconsommation de photovoltaïque, par exemple, puisque ça correspond, comme je l'ai dit, à leur usage habituel,
consomment en journée, la production, les énergies renouvelables sont disponibles en journée pour le cas du photovoltaïque. Donc, autant coupler les deux. Et comme ça, on réduit les coûts puisqu'on ne mettra pas de batterie de stockage, etc., ce qui revient souvent à cher. Donc, le contenu, donc on passe bien sûr du temps sur la réglementation puisqu'il faut respecter ce cadre. On parle des techniques, d'architecture bioclimatique et enfin des énergies renouvelables. Comme le précise M. Assili, donc le CAIE aussi propose des formations, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Donc des formations à destination de nos différents publics, pour les architectes en partenariat avec l'Ordre des architectes évidemment, et pour les autres professionnels aussi, en fonction des besoins, et des formations pour les élus aussi. Et pour ce qui est des collectivités, donc on fait toujours le lien CNFPT, CAIE, comme l'a précisé M. Julia, nous avons une convention de partenariat et souvent les intervenants du CAIE, dans des thématiques qui ressemblent au CAIE, ce sont des intervenants du CAIE qui sont là. S'appuie sur des structures de conseil. Donc, comme on est sur la thématique du confort, j'ai retenu trois organismes, enfin trois structures de conseil, entre guillemets. Donc, bien sûr, le CAIE, vous avez vu toutes ses qualités. Et bien sûr, après 40 ans d'expérience, vous savez bien qu'on peut vous accompagner, en particulier sur nos thématiques, la promotion de la qualité architecturale, urbanistique et environnementale, et accompagner vos différents projets. L'un des services du CAIE, c'est particulièrement le service conseil d'énergie partagée, que je mène depuis un certain nombre d'années. Là, c'est vraiment focus sur l'énergie et en partenariat avec l'ADEME, la région EDF et le SNFPT. Et enfin, donc, comme on parle de confort, il y a aussi la notion d'humain. Donc, on ne peut pas remplacer le fait que si quelqu'un ne se sent pas bien dans sa tête, il ne se sentira pas bien au travail. Donc, aussi encourager, si on voit que ce n'est pas un cas vraiment lié au confort, au bâtiment même, mais c'est lié à la personne, on a l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc là, c'est plus pour la prévention des risques, la promotion de la santé au travail, la qualité de vie au travail. Maintenant, comment mettre en œuvre des actions pour finir? Donc, 11h12, donc on est dans les temps. Donc, bien sûr, connaître son patrimoine bâti. On ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je fais cette remarque puisque pour avoir travaillé depuis de nombreuses années avec les collectivités, c'est souvent très difficile d'avoir une liste à jour de ces bâtiments et de juste connaître leur situation. On parle souvent de points GPS. C'est plus souvent EDF qui a le point GPS de son bâtiment qu'une collectivité. C'est vraiment dommage puisque c'est votre patrimoine. Souvent, certains savent si le bâtiment vous appartient ou pas, mais c'est vraiment plusieurs personnes et s'il n'y a pas de base commune. Donc, je recommande vraiment aux collectivités d'avoir cette base au moins à jour de ces bâtiments, puisque souvent des bâtiments sont loués à des associations, sont pris en charge par telle ou telle structure. Et c'est quand on fait le lien avec les factures EDF qu'on se rend compte que la ville a un patrimoine souvent assez large. Donc, en moyenne, généralement, en Guadeloupe, les communes ont une vingtaine de bâtiments à minima. Donc, on retrouve souvent des écoles, 5 ou 6. On va retrouver des bâtiments administratifs, la mairie, l'hôtel de ville et peut-être une mairie annexe. On va retrouver aussi des équipements sportifs, donc un stade, etc. On peut retrouver aussi des équipements sociaux, culturels, donc une bibliothèque, une médiathèque, et après ce que j'appelle les autres bâtiments, donc s'il prend en charge la caserne des pompiers, etc. Donc c'est vraiment dommage de ne pas connaître. Et oui, M. Cécile le précise, puisque c'est un cas qu'on revoit souvent, c'est l'abandon de bâtiment alors qu'il est toujours branché. On a bon nombre de factures où on a 0 € de consommation et pourtant la commune continue à payer l'abonnement. Donc c'est dommage. Ensuite, une fois qu'on connaît son bâtiment, là on peut analyser les usages, voir pourquoi dans tel ou tel espace il y a des consommations importantes. Donc là-dessus, vous avez la mission CEP, Conseil d'énergie partagée, pour vous accompagner. Donc on peut faire un travail ensemble pour cibler certains bâtiments où vous avez des problématiques particulières, pas uniquement sur le confort, mais également sur la performance énergétique, sur l'amélioration aussi. Et s'il faut aller plus loin, bien sûr, vous avez la possibilité de vous faire accompagner par l'équipe du CAIE, donc avec une convention annexe qui soit plus à même de vous répondre à vos besoins. Donc, c'est un processus qui est bien sûr permanent. Donc, excusez-moi, je vais juste faire quelque chose. Voilà, c'est bon. Et donc c'est un processus permanent. Donc, souvent, on inaugure des bâtiments, on en ferme d'autres. Donc, il est nécessaire de faire attention justement à cette liste qui soit mise à jour. Recenser aussi les besoins, puisque chaque fois qu'on fait une visite de site, à chaque fois, la première remarque, quand je suis accompagné d'agents techniques, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Et pour titre d'exemple, si je fais une visite de 5 bâtiments avec un agent de service technique, il y en a parmi nous, on se retrouve souvent à passer plus de temps à recueillir les besoins des occupants plutôt qu'à faire notre analyse. Donc, ça prouve qu'il y a des besoins dans chacun des types de bâtiments. Autre point, donc aussi la gestion, la contrainte financière. On a parlé de C2E, d'aide financière, etc.
c'est vrai que c'est quelque chose de problématique pour les collectivités et ce n'est pas forcément leur priorité, entre guillemets, le confort. Pas qu'ils ne le veulent pas, mais quand on a un patrimoine aussi large et varié, souvent on doit faire face à différentes difficultés en fonction de différents publics. On a le cas, par exemple, d'une collectivité, d'une école. S'il faut faire des travaux dans une école, on ne peut pas forcément le faire en période, faut le faire hors période scolaire, il faut prévoir, anticiper. Si c'est un stade, on ne peut pas le faire à n'importe quel moment. L'hôtel de ville est souvent en site occupé. Donc, il faut faire attention aussi à comment gérer ses finances, mais aussi optimiser les temps de retour. Et pour ça, je recommande vraiment une programmation pluriannuelle des investissements, donc préparer ces projets. En ce moment, avec France Relance, avec tous ces dispositifs, on a énormément de financement disponible, mais il faut être capable de répondre à des projets dans des délais assez courts. Je le comprends, pour avoir suivi plusieurs collectivités, je connais vos difficultés, mais si le projet est déjà bouclé, prêt, il suffit juste d'attendre le bon moment pour déposer le dossier et avoir un financement. Je résume ça assez simplement, mais il y a des cas où des collectivités avaient un projet dans les tiroirs, ils ont juste eu à le sortir et il a été financé. Et d'autres cas, il fallait partir de zéro, mettre à jour, donc aussi la nécessité de connaître son patrimoine bâti et d'être prêt justement à répondre. Autre problématique aussi, la transversalité des projets. On ne peut pas améliorer non seulement son confort, mais son bâtiment si on travaille seul dans son coin. Souvent, on a malheureusement des organisations en îlot, donc c'est chacun de son coin, alors que pour cette thématique, en général, pour la plupart, on est obligé de travailler par projet. On ne peut pas travailler sur le confort si le maître d'ouvrage ne va pas voir les occupants. Et il est nécessaire vraiment d'avoir une certaine transversalité des projets. Donc, je vais mettre quelques exemples. Je vous parlais par exemple de suivre la liste des bâtiments. Donc, ça, c'est forcément une coopération entre les services techniques, mais aussi les services de développement durable pour qu'ils puissent faire les tableaux de bord et définir des objectifs, savoir aussi qu'est-ce qui consomme trop, pourquoi, comment. Relation entre services techniques et services financiers, puisque oui, il y a des contraintes financières, mais il y a aussi des dépenses. Avoir des factures qui reviennent et ne pas savoir pourquoi on paye ça et tout, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il faut qu'il y ait le lien justement entre eux et connaître les raisons. Donc là-dessus aussi, on peut vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Avant-dernier point, la communication. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. Échanger, être capable de parler à ses agents, à son personnel aussi. Je n'oublie pas qu'on est en contexte de grève dans la plupart des collectivités, mais sur les sujets liés au confort dans le bâtiment, généralement, la parole est assez libre, tout en chacun s'écoute. Généralement, les objectifs sont assez clairs. Certaines personnes veulent ça, ça pour améliorer leur confort. Il est souvent facile de leur dire oui, non, ça c'est possible, ça c'est pas possible pour telle et telle raison, mais savoir que la demande a été prise en compte, ça c'est quelque chose qui est important pour eux, puisqu'ils ont un impact assez fort sur le comportement même de l'ensemble des usagers, puisque si même les agents ne prennent pas soin de leur bâtiment, ce ne sont pas les personnes qui visitent le bâtiment qui pourront le faire. Enfin, la communication vers les administrés, c'est bien d'avoir une stratégie en interne, mais il faut aussi qu'il y ait une bonne stratégie aussi de communication à destination des administrés pour qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe dans la commune, pourquoi on fait ça, et la notion d'exemplarité. Les collectivités ne sont pas les plus consommateurs d'énergie sur le territoire. Par contre, ce sont l'un des acteurs les plus visibles en fait. Voir l'éclairage public allumé en journée, tout le monde pourra dire la mairie consomme trop. Moi, si ma lumière est allumée le soir, à part mon voisin, personne ne le saura. Donc, il y a aussi une notion d'exemplarité pour la collectivité à prendre en compte. Et enfin, comme levier d'action, je vous invite les collectivités à travailler avec les partenaires que sont la région, l'ADEME et aussi EDF et Ruby qui ont financé le programme SAR qui permet de développer des espaces conseils FAIR. Donc, FAIR, c'est pour faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Donc là, c'est vraiment une action à destination de l'administré. Et le CIE et Solia, donc ex-Carocera Logement, travaillent ensemble pour justement développer des espaces conseils FAIR sur votre territoire pour que vos ménages, vos copropriétés puissent être accompagnés dans les travaux de rénovation sur le plan énergétique. Et n'hésitez pas donc à contacter le CIE pour la zone que vous voyez en bleu foncé et en vert pour Solia, donc pour vos territoires. Donc il y a déjà des relations, des échanges avec vos comités d'agglomération. Mais les collectivités aussi, n'hésitez pas, les communes, à nous voir directement. On saura répondre à vos besoins. Organiser des manifestations à destination du grand public, faire des sessions des réunions virtuelles, etc. On sait s'adapter. Et d'ailleurs, j'ai mon collègue Jory GRC qui est connecté. Donc, s'il veut dire deux mots justement à ce sujet, n'hésite pas pendant que je regarde les autres questions. Oui. Merci Joël de me laisser la parole. Donc, effectivement, le programme SAR
aussi le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique est vraiment crucial pour aider le particulier à mieux prioriser ses travaux et surtout les aides qui sont disponibles, à savoir MaPrimeRénov' et les aides d'EDF qui sont aussi en adéquation avec le confort thermique et la recherche d'optimiser effectivement son bien. Mais après, le nerf de la guerre reste toujours la même problématique que dans les bâtiments communaux, c'est la climatisation. Donc, c'est super, effectivement, EDF a pu mettre en place une aide sur les brasseurs d'air. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle aide qui a été développée très récemment pour EDF et je pense qu'il va aussi permettre aux particuliers de vraiment passer le cap et passer à l'acte et de, effectivement, conforter leur démarche en priorisant leurs travaux avec effectivement un apport important en termes de climatisation, confort thermique. Donc, le CAE est là pour accompagner les particuliers. Les zones pour lesquelles, effectivement, nous intervenons, c'est le Cap Excellence, le Nord-Basse-Terre et le Sud-Basse-Terre. Donc, c'est bien aussi de profiter de ce webinaire pour pouvoir sensibiliser les collectivités à travers ce service d'accompagnement qui est gratuit, qui est neutre. Donc, nous insistons sur cette objectivité des conseils par rapport au choix des entreprises, le choix des devis aussi. Et surtout, cet accompagnement est en complémentarité aussi des permanences mises en place dans chaque commune avec les architectes. Donc, avoir un conseil, un double conseil, surtout de pouvoir identifier effectivement la priorité de ces travaux. Ok, merci beaucoup Jory. Donc Jory qui est conseiller fer au CAE depuis de nombreuses années, qui travaille essentiellement sur le Sud-Basse-Terre et qui nous accompagne justement pour développer cet accompagnement sur tout le Sud-Basse-Terre, pardon, sur toute la Basse-Terre et sur Cap Excellence. Donc il a déjà décrit donc Grand Sud Caraïbes, Nord, Basse-Terre et Cap Excellence sont des territoires couverts par le CAE et celui-là se charge du Nord Grande Terre, de la Riviera du Levant et de Marie-Galante. Parmi les questions, j'ai vu que oui, certains bâtiments de collectivité, donc supérieurs à 1000 m², sont sous nos décrets tertiaires. Je n'ai pas voulu en parler, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Donc, je vous invite à consulter un article qu'on a fait à ce sujet, sur le dispositif éco-énergie tertiaire, qui soumet beaucoup de collectivités à des objectifs en termes de performance énergétique sur la période 2030. Mais à ma connaissance, le décret pour l'outre-mer n'est pas encore sorti, donc on n'a pas encore les valeurs cibles à atteindre. Donc, c'est quand même une notion à prendre en compte. Donc, c'est les questions. Donc, on arrive à la fin du webinaire. Y aurait-il des questions? Alors, je regarde. A priori, non, ça va. Donc, je vais en profiter pour finaliser. Donc, on arrive vraiment à la fin. Donc, pour conclure, alors, pour nos différents échanges, donc rappelez quand même que le confort varie d'un individu à un autre en fonction des besoins, mais aussi des différents degrés de tolérance face aux inconforts. Donc, on a noté 2 paramètres clés. Donc, le confort lié au bâtiment, qui remplit ses fonctions fondamentales d'abri, donc pour l'occupant, abri par rapport aux éléments extérieurs. Le confort relève aussi d'une perception sensorielle, donc des critères d'ambiance, etc. Donc, il est nécessaire de faire attention à cela. Et enfin, prendre en compte la luminosité, l'humidité, la température, etc. Petit rectificatif dans les GATI Belza, donc c'est 8 litres d'eau par heure pour une clim de 9000 BTU. Je ne pensais pas que c'était tout ça, donc 8 litres d'eau sur un territoire quand même on a des problématiques d'eau, c'est quand même pertinent de réutiliser cette eau. Une autre question de M. Norbert, y a-t-il une formation domotique en Guadeloupe? Alors, je n'en sais rien du tout, donc je pense peut-être, parce que bon, c'est quelque chose qui se développe. Je sais qu'il y a beaucoup de prestataires qui se positionnent, donc je suppose qu'ils ont été formés. Et là-dessus, donc, à ma connaissance, je ne sais pas, mais il faudrait peut-être se rapprocher de différents organismes de formation là-dessus. En tout cas, il y a des entreprises sur le territoire, ça c'est sûr.
Ensuite, rappeler donc le contexte. Donc, c'est vrai que les collectivités sont soumises à un contexte particulier, donc une situation sanitaire qui implique de prendre de nouvelles dispositions par rapport justement à l'aération des pièces. Donc, tout ça permet aussi de jouer sur le confort dans le bâtiment. Rappelez aussi qu'on est en période d'élection et de grève aussi, donc je peux comprendre que les projets soient plus compliqués. Et le décret tertiaire, donc qui voit le jour. Donc là-dessus, je vous invite à être vigilant par rapport à cela, puisque c'est des obligations avec des contraintes, de ce que j'ai compris. Bon, c'est du name and shame, donc c'est-à-dire que vous serez dans une liste qui mettra en avant que la collectivité n'a pas répondu au décret tertiaire, aux obligations. Donc bon, c'est pas forcément intéressant. Rappelez aussi qu'il y a différents dispositifs financiers, donc on a présenté quelques-uns. On est face au plan de relance, donc n'hésitez pas aussi, il y a des financements qui sont présents, ce ne sera peut-être pas là tout le temps. Les certificats d'économie d'énergie avec des programmes C2E, des opérations éligibles, des opérations qui ne sont pas éligibles mais qui peuvent être adaptées si vous arrivez à justifier de la performance énergétique. Là encore, ça peut être accompagné. Et le cadre territorial de compensation, donc là, c'est dans le cadre du comité MDE, porté par l'ADEAL, l'ADEME, la région et EDF qui assure le secrétariat technique. Et donc, n'hésitez pas à les consulter aussi pour avoir des aides en fonction de vos besoins. Je tiens pour conclure, donc rappeler que le CAE fête ses 40 ans et que nous sommes aussi labellisés Joli Mois de l'Europe. Donc, cette manifestation a un double patronage, entre guillemets, donc les 40 ans du CAE et le Joli Mois de l'Europe. Et je laisserai la main au directeur pour le mot de fin, mais avant, un petit sondage pour qu'il puisse aussi avoir un peu la température de tout le monde pour voir si vous avez apprécié cet atelier. Donc, soyez francs, n'hésitez pas. Si vous l'avez trouvé intéressant, moyen ou inutile, le but, c'est de s'améliorer et de faire toujours mieux. Donc, voilà, donc, on ne sera pas trop susceptible. Pour l'instant, il n'y a pas d'inutile, donc c'est rassurant. Ah, il y a une question. Précisez pour la domotique. Est-ce que ah, d'accord. Donc, est-ce que M. Norbert peut préciser sa question sur le fait que la domotique, la formation pour la domotique était uniquement pour les professionnels ou simplement pour les agents? Et donc, En attendant la réponse. Oui. Bon, alors, juste pour le vote, bon, une grande majorité a trouvé ça intéressant, 90%. Bon, il y a des personnes, 10% qui ont trouvé ça moyen. Je peux comprendre, puisqu'on n'est pas allé au fond des choses, puisqu'on a un public très varié, entre des professionnels, des non-professionnels, des sachants et non-sachants. Mais il était important quand même de pouvoir effectuer un petit sondage, et on fera en sorte de mieux s'améliorer et de faire mieux. De s'améliorer et de faire mieux, pardon. Donc, je laisse le mot de la fin à M. Sassili. Avant tout, est-ce que tu as une réponse sur la question de la domotique? Y a-t-il des formations qui sont dispensées sur le territoire? À ma connaissance, non. Voilà. Je ne sais pas. C'est une formation particulière puisque la domotique, ça dépend des fournisseurs. Il y a plusieurs systèmes. Et aujourd'hui, avec le développement des logiciels, notamment avec Google ou tout autre système, la domotique devient presque un jeu d'enfant, a priori. Sauf que il y a, comment ça s'appelle? Il y a domotique et domotique. Vous savez, actuellement, les gens surveillent leur villa à distance. Ils mettent les lumières, ils font descendre et monter les rideaux métalliques, etc. Et pour des outils qui coûtent très peu, une centaine d'euros, voire un millier d'euros. Mais il y a aussi des outils qui coûtent excessivement cher, qui coûtent un prix. Il faut bien se dire que ça n'a pas, c'est pas de commune mesure. La domotique est quelque chose d'assez particulier puisqu'on est en zone tropicale humide, Cathy Elsa le répétait pour la question de l'eau. Et cela veut dire que l'électronique souffre et ce serait vraiment dommage que vous soyez coincé, prisonnier de votre maison ou de votre bureau, de votre lieu de travail, parce que vous avez un système défaillant. C'est quelque chose d'assez particulier. Cela dit, comme toute formation, le CAUE est disposé, selon la demande, à mettre en place et à faire venir les meilleurs professionnels pour éclairer, les meilleurs formateurs pour éclairer et pour dispenser ce type de formation. Voilà.
En tout cas, merci Joël, je lis là, hein, superbe présentation. Et merci au CAUE, les salutations à tous, Monsieur Cécilie et toute l'équipe. Je remercie donc Madame Garnier, je pense que c'est Madame Garnier. Je remercie tous ceux qui sont présents, qui ont tenu jusqu'au bout ce webinaire. Merci Joël d'avoir respecté scrupuleusement le temps, il est 11h30 et je ne serai pas plus long en vous donnant rendez-vous toute l'année au cours des manifestations que le CAUE va initier dans le cadre de ses 40 ans. Et bonne continuation et restez attentifs sur nos sites, sur nos outils que vous avez pu noter tout au long, www.caue971.org et sur nos Instagram et comment ça s'appelle, Facebook, YouTube Twitter. et Twitter. Vous pourrez être à même de toutes les informations que nous dispensons tout au long de la journée, tout au long de l'année. Merci encore à tous, merci à la région, merci à l'ADEME, merci au CNFPT, nos principaux partenaires, et merci à l'EDF, bien sûr, et à tous ceux qui ont contribué au succès de cette manifestation. 90% de réponses intéressantes. Merci Joël, à bientôt. Et je signale qu'au-delà de Joël, il faut noter que Madame Hippon est une porte d'entrée pour les collectivités, pour tout autre besoin, en dehors de l'énergie, pour l'énergie aussi, mais en dehors de l'énergie, toute question qui se pose au niveau d'une collectivité et dans les domaines de nos compétences, bien sûr, architecture, urbanisme, environnement, paysage, patrimoine, vous avez Madame Hélène Hippon qui est notre responsable des relations avec les collectivités. À très bientôt et merci bien. Au revoir à tous.